Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après un sweep du Thunder. Ça y est, on l'a obtenu difficilement, on va reparler, mais le Thunder a sweep les Grizzlies. Donc 4-0 dans la série, une semaine de repos à venir, au moins avant le deuxième tour. On en reparlera aussi. Et avec moi, du coup, comme on a repris la main, les anciens, Constant, comment ça va, Constant? Ouais, c'est ça, les anciens font de la résistance là. Vous avez eu les rookies pour le match 3, on a fait non, non, non. Quand il faut finir la série, on fait confiance aux vétérans. Voilà, c'est les deux vétérans Ouais. qui viennent pour close out un petit peu. On laisse les rookies faire leur taf quand il faut prendre l'avance, on va dire, mais c'est nous qui finissons quand même. Non, on les embête, mais ils ont fait un très bon débrief du match 3 sur leur premier épisode tous les deux. N'hésitez pas à aller écouter ça, même si vous l'avez pas encore écouté. Et puis globalement, eh ben, suivez-nous partout. Voilà, je fais le rappel maintenant, mais suivez-nous partout. Toutes les plateformes d'écoute, YouTube, bien entendu. Et on reviendra dès qu'on pourra sur la suite des playoffs, dans tous les cas, dès qu'on aura un adversaire à analyser. Mais là, on va revenir sur ce match 4. Un match 4 serré, encore une fois. Serré différemment que le match 3 où il y a eu un énorme écart puis un comeback. Là, ça a été un peu serré tout le long. Allez, petite synthèse, mais elle va être assez rapide, hein, honnêtement. Premier quart-temps, plutôt très offensif des deux côtés. Memphis démarre mieux, puis t'as un premier mini-run d'OKC avec quelques ballons gagnés, un Shea, un J-Dub qui monte en puissance, et OKC repasse devant. Mais premier quart-temps très offensif avec justement un Shea masterclass, j'ai envie de dire, 16 points, 7 sur 7 au tir, plus gros score de sa carrière sur un quart-temps. On reviendra sur Shea de façon plusieurs fois, là, je pense, dans l'épisode. OKC prend le lead, mais globalement, c'est tout le temps serré. Et puis, que ça soit avec Shea sur le banc, avec le banc, ou voilà, globalement, ça va rester de toute façon serré un petit peu tout le match. Les Grizzlies sont en feu au début du match. Ça diminue un petit peu sur les deuxième et troisième quart-temps. OKC fait plus ou moins le taf. Ça, c'est serré. OKC, mais pas un tir, pour le coup, au contraire. Je saute vite le deuxième et troisième quart-temps parce qu'on va beaucoup parler du quatrième quart-temps aussi. Arrive au quatrième, toujours serré. On aura un premier run d'OKC qui fera un premier écart, plus 9, plus 10, plus 12, même à un moment, on fera peut-être un play-by-play du clutch un peu pour en parler. Et puis au final, les Grizzlies lâchent leur dernière force dans la bataille avec un Scottie Pippen très bon, un Jaren Jackson Jr. aussi, on en parlera, qui a fait mal à l'intérieur, un Desmond Bane qui met des tirs à la fin, Vince Williams aussi qui met des tirs à la fin, on en parlera aussi. Et on arrive dans un clutch très serré où plusieurs joueurs auront des actions décisives. Il y a le dagger de Shea, il y a un panier de J-Dub, il y a l'interception de Chet, etc. Il y a des loupés aussi. Il y a des actions un peu moins positives. Mais OKC, on va dire, va s'en sortir avec porté par un très bon Shea, globalement. Son meilleur match de la série, ça c'est sûr et certain. Un J-Dub encore très bon. Puis d'autres joueurs qui ont apporté. Euh, bon, est-ce que on est juste satisfait du sweep et puis voilà, parce que le match n'était pas non plus une grande performance d'OKC, j'ai l'impression. Ah, j'ai envie de te dire, ouais, il y a que la victoire qui compte, mais le contenu est pas forcément extrêmement rassurant. Hmm. On en parlera peut-être un peu plus dans le détail, mais c'est moins négatif que ce que ça a pu être sur le match 3, où le match 3, franchement, Charlie et Tom en avaient parlé, c'était quand même un miracle de le prendre. Et dans le contenu, je pense que la première mi-temps, ça doit être la pire première mi-temps du Thunder de la saison. Franchement, j'ai pas souvenir d'une première mi-temps aussi cata que celle du Game 3 face aux Grizzlies. Là, sur le match 4, il y a plusieurs circonstances qui sont défavorables. Comme tu l'as dit, tu mets pas un tir. T'as une défense qui a montré quand même quelques limites sur certains aspects. On en reparlera des aspects qu'on avait soulignés quand on avait fait la preview. On Ouais, n'avait pas été trop mauvais sur la preview parce qu'on avait dit que Scottie Pippen, c'est peut-être un joueur qui est capable de te mettre une drill. Et effectivement, c'est le joueur qui t'a mis une drill sur quasiment il, l'intégralité de la il a fait série. une sacrée série, ouais, Scottie Pippen. Hein. Très très bonne série. Donc c'est un match où OKC a su au moins plier l'affaire en termes de victoire. Après, ce que OKC a su plier l'affaire en termes de contenu, pour moi, tu as deux matchs qui sont assez symptomatiques de toutes les craintes que je pouvais avoir concernant OKC avant ce début de run de playoff. Mais au moins, t'as fait le job, tu as complété ton deuxième sweep au premier tour en 2 années consécutives, ce qui n'est quand même pas à oublier, puisque la génération précédente d'équipes du Thunder n'avait fait qu'un seul sweep, alors qu'elle a eu un peu plus de passifs ensemble en termes de série de playoffs remportés. D'ailleurs, Pierre, je te mets petite trivia. Est-ce que tu sais quelle est la dernière équipe qui a fait 2 sweeps au premier tour 2 années de suite? Dans toute l'histoire et toutes les franchises. La dernière, ouais, la plus récente si tu préfères.
Le hit de LeBron? Ah, c'est plus récent, c'est plus récent. Ah, plus récent? Oui. Est-ce que ça peut être les Warriors de... Ouais, mais il lâchait des matchs un peu. Alors les Warriors ont fait 2 sweeps de 2 années de suite au premier tour, mais il y a une équipe encore après les Warriors qui a fait ça aussi. Ok. C'est dur. Est-ce que c'est une équipe qui allait au titre? Pas cette année-là, c'est une équipe de l'Est. Tiens, je t'aide. Boston? Ouais, mais même pas, je pense pas. Si, Boston. Ah, c'est Boston? Bon. 2019, ils sweep les Pacers. 2020, ils sweep les Sixers. C'est la dernière fois qu'une équipe sweep 2 années de suite son premier tour. Donc oui, OKC qui s'est sorti finalement de la conférence Ouest, enfin du premier tour en tout cas de la conférence Ouest. Et finalement l'importance du cynique, j'ai envie de dire, puisque quand vous regardez les 7 autres équipes, en tout cas les 6 autres équipes en dehors de la série OKC-Memphis, c'était vraiment Memphis qui était l'équipe la plus faible du lot. Donc l'intérêt, encore une fois, de terminer first seed quand tu vois que les Rockets sont obligés de cravacher avec des Warriors qui sont pas en feu, mais en tout cas qui sont largement au-dessus du niveau proposé par Memphis. Ouais, et sans Jimmy Butler en plus. Enfin, Oui. tu vois, ça aurait pu les aider, mais ils perdent quand même sans Jimmy Butler. Non, après, je suis d'accord avec toi. Je suis satisfait du travail accompli, j'ai envie de dire, de ce sweep qui a été obtenu et du repos qui a été obtenu, qui pourra être déterminant pour la suite. On en parlera aussi. Après, effectivement, le contenu, c'était pas un grand OKC non plus qu'on a vu. C'était pas les 2 premiers matchs, ça c'est certain. Mais il n'y a pas tout acheté non plus. T'es tombé face à, je trouve, une équipe de Memphis qui a un peu lâché ses dernières forces dans la bataille, et c'est normal, c'était un peu leur dernier match. Je pense qu'il y a eu une petite réaction aussi à la suite du comeback, de la perte de Ja. Enfin, voilà, on a eu un très gros Scottie Pippen Jr. à Aldama qui était en feu la majorité du match. Globalement, ils ont pu se mettre dedans en shootant bien aussi, en courant, mais un peu comme le match 3, hein, comme on avait dit, comme avait dit Tom et Charlie. Hein. Mais OKC a su trouver des ressources malgré le manque d'adresse pour aller chercher ce match. Pour avoir des minutes dans le clutch, pour le coup, ça c'était un focus que tu avais. Là, ils en ont eu au moins pas mal Ouais, ces pas derniers très jours. rassurant, mais au moins il y a de la data, effectivement. Les deux étaient gagnés, j'ai envie de dire. Après, est-ce que c'est rassurant ou pas? Voilà, c'est un autre Heureusement problème. que c'est Memphis, j'ai envie de dire. Ouais. Non, après, il y a eu des points forts qu'on peut peut-être déjà souligner, mais OKC a tué Memphis dans la bataille des possessions. Honnêtement, ils Mm. gagnent le match sur ça. Parce que tu perds 14 ballons de moins que Memphis globalement, donc dans la provocation de turnover, tu as été encore une fois très bon, et ça t'a permis de mener quand même la majorité du match. Tu étais quand même souvent devant sur ce match-là, ça t'a permis de mener quand même la majorité du temps. Tu as été très bon au rebond def et offensif, parce que OKC est devant au rebond offensif la majorité du temps, mais il y a une action, on y reviendra, Memphis en prend 5. Donc si Oui. tu veux, en fin de match, ça te compense beaucoup de choses, mais sinon OKC est bien devant. Et en fait, tu te retrouves avec un moment, une situation où OKC a pris pas 15, 20 tirs plus que Memphis à un moment dans le match. Et donc, du coup, ouais, même si t'es moins adroit, mathématiquement, t'es quand même devant et t'es quand même dans le match, quoi. Donc, ça, on a su s'appuyer un petit peu sur ça. Moi, il y a aussi offensivement où j'ai plus retrouvé des fois, alors ça n'a pas déroulé comme les premiers matchs, mais j'ai retrouvé plus des fois des situations comme on avait pas mal en saison régulière, notamment avec le retour d'un Shea efficace et dans ses standards, j'ai envie de dire. Mais même dans la manière où il a été servi, dans la manière où il était utilisé, comment J-Dub aussi s'est montré, comment Isaiah Joe a pu se montrer aussi. Ça m'a plus semblé comparable à un match de saison régulière. En fait, j'avais ce sentiment-là. Là où les autres matchs, j'avais moins ce sentiment-là, où j'avais l'impression que c'était complètement différent. Là, j'ai plus retrouvé les standards offensifs. Donc ouais, c'était un peu ouais, cette bataille de possession, notamment, que je voulais souligner, et ce qui a permis à OKC d'aller chercher ce match-là, quoi. Ah, c'est pas compliqué, tu tentes 14 tirs de plus et 5 lancers francs de plus que Memphis sur Ouais. l'intégralité du match. Si vous prenez à l'EFG, donc l'efficacité au tir, OKC termine à 47,3 de FG, là où Memphis termine à 53,8. Donc il y a quand même 6 points, quasiment 6 points de pourcentage d'écart entre les deux équipes. Et comme tu tentes plus de tirs, tu finis par l'emporter. Effectivement, sur le jeu de la possession, si vous prenez sur l'intégralité de la saison, sur ce match, OKC est dans le 98e centile, donc fait mieux que 98% des matchs joués sur l'intégralité de la saison. Memphis est dans le 6e centile. Il y a 94% des matchs ou des équipes qui ont fait mieux sur l'intégralité de la saison régulière, donc ça joue sur ça aussi. L'illustration parfaite de cette bataille des turnovers, c'est quasiment l'ultime possession du match. Il y a le dagger de chez avant, mais la situation où Scottie Pippen a l'occasion d'égaliser à -2, il reste 1 minute et où Chet fait un play défensif qui est très très bon. Là pour le coup, Chet offensivement m'a un Ouais. peu laissé sur ma faim sur ce match 4, mais dans le clutch, en tout cas défensivement, il a été très présent. Effectivement, je trouve que sur ce match 4, tu as plus revu
des choses que tu voyais sur la saison régulière, mais j'ai envie de dire qu'au-delà de la maladresse à 3 points dont on parlera après, c'est une performance offensive qui est bien plus satisfaisante que celle que tu as pu voir au match 3. C'est-à-dire qu'au match 3, il y avait quand même rien. Là, sur ce match 4, tu avais des décalages, tu avais des tirs qui étaient manqués, mais j'ai l'impression que sur ce match 4, c'est l'un des rares matchs cette saison où tu as vraiment vu un espèce de, pas de takeover, mais en tout cas une énorme prise de responsabilité de chez Gilgeous Alexander et de Jalen Williams en même temps. C'est-à-dire que les deux terminent à 45 tirs tentés, ils tentent quasiment un tir sur deux sur le Thunder sur ce match-là, et j'ai vraiment vu, hormis en début de quatrième quart, où tu vois un petit peu d'Isaiah Joe, un petit peu d'Isaiah Hartenstein, un petit peu d'Aaron Wiggins, Mm. je trouve que c'était toujours soit chez Gilgeous Alexander, soit Jalen Williams qui étaient les initiateurs en attaque et qui essayaient de créer des actions pour eux. Là où c'était pas forcément le cas tout au long de la saison, on en avait parlé sur les quatrièmes quarts où J-Dub était, où les minutes s'enchaînaient, où J-Dub était loin d'être satisfaisant. Là, j'ai l'impression que les deux ont quand même voulu prendre leurs responsabilités. Ça s'est traduit dans le clutch où il y a quasiment que qui touchent la balle, j'ai envie de dire, sur la fin de Ah match. oui, non, mais personne touche dot, hein, je pense ça. Ouais, C'est... tu dois peut-être avoir Dort qui doit remonter la balle Bah, une fois de temps en temps, mais. et Dort et Chet ont des lancers, mais sur des rebonds, donc si tu veux. Ou sur des fautes, ouais, Ouais. sur des fautes, la faute de Scottie Pippen ou de Chet à deux lancers. Mm. Mais voilà, je trouve que ça coïncide aussi plus ou moins le fait que cette attaque tourne. Alors déjà avec le retour de l'efficacité de chez Gilgeous Alexander, c'était un point, mais avec le fait qu'Isaiah Hartenstein fait un bien meilleur match que le match 3. J'ai l'impression que Isaiah Hartenstein, c'est un peu le garant c'est un peu le maillon essentiel pour que l'attaque du Thunder tourne correctement. Et dès qu'Hartenstein est là, eh ben, tu trouves un peu plus de solutions, tu trouves un peu plus de tirs rémunérateurs. Enfin, on l'a vu avec, je sais plus si c'est un cut de Joe ou si c'est un cut de Wiggins. Je pense que c'est un cut de Joe. Il y a une super passe qu'il fait là avec Mm. rebond où t'as Joe qui C'est vient cut. Joe, ouais. Mm, mm. Sur le match 3, t'avais pas ça. Donc je trouve que encore une fois, cette équipe est très dépendante du playmaking d'Isaiah Hartenstein. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une sensation de voir le duo chez J-Dub essayer de prendre en main au scoring, ce que j'ai pas beaucoup vu sur l'intégralité de la régulière. Non, ouais, je suis d'accord que là, tu as eu des leaders qui sont un peu, qui nous ont dit, on arrête la série là, et c'est quoi qu'il arrive, c'est nous, on va amener l'équipe là-dedans. Et puis même globalement, et tu l'as souligné, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, et Hartenstein en est un. Je trouve que les tirs créés pour Shea et J-Dub étaient bien plus intéressants aujourd'hui, surtout pour Shea, hein, parce que J-Dub a été quand même bon sur la série, il avait su se créer ses tirs. Mais en fait, c'est pas anodin qu'il y ait eu beaucoup de fautes des intérieurs adverses et que Idi finisse à 7 contre. C'est que j'ai l'impression que tu as eu beaucoup plus de drives qui ont fini très près du cercle ou qui ont fini sur un tir. Ou voilà. Tu as été beaucoup plus loin dans tes drives. Parce que est-ce que les écrans d'Artenstein étaient mieux? Est-ce que Memphis s'est adapté aussi ou cherchait plus à faire ça? Je suis pas sûr non plus. Mais tu as eu plein d'actions où soit les drives étaient recover au dernier moment par Idi ou Jaren Jackson Jr. Voilà, avec leur envergure. Soit ça faisait one, soit tu avais un panier, mais tu as eu beaucoup plus d'actions qui sont finies vraiment sous le cercle que ces derniers matchs, alors que intrinsèquement, t'as pas mis un tir de loin, donc ils auraient pu juste fermer encore plus la raquette, les Grizzlies, et empêcher ça. Et Shea, c'est l'exemple de ça, il s'est fait contrer, mais il a eu beaucoup de drives, il a eu des N1, il a eu 13 lancers francs, donc pas tous sur des drives, mais sur pas mal de jeux comme ça. Donc je trouve que là-dessus, je pense qu'Hartenstein, effectivement, a eu un rôle à jouer dans ses pics, mais que Memphis aussi, défensivement, a peut-être proposé autre chose. Mais dans l'agressivité, ouais, de J-Dub et de Shea, déjà, ça n'a rien à voir. Tu l'as vu dès la première action du match, où je crois que le premier tir qu'il met Shea, je crois que c'est le premier point, hein, où c'est un mid-range après un pick and roll où il dit sort pas vraiment. Ou une des premières actions en tout cas, tu dis bon, ça, il en a vu quelques-uns, mais soit ils les avaient pas mis, soit ouais, c'était pas fou. Là, on rentrait direct dans le game. Et ça, c'était voilà, ça c'était vraiment intéressant. Et pour revenir un peu sur ce que j'avais dit au début, Shea a été pas mal, peut-être plus que les autres fois, ou alors ça m'a plus sauté aux yeux. Il avait un peu moins la balle dès le départ ou dans l'axe, en mode débrouille-toi, démarque-toi, fais ce que tu as à faire. On l'a utilisé comme poseur d'écran, on l'a utilisé avec des écrans en bas pour qu'il reçoive la balle au poste haut et attaquer à partir de là. Enfin, il y a eu pas mal de situations où Shea était un peu plus en mouvement, un peu moins décisionnaire de l'attaque dès le début et à jouer tout seul, où on crée un décalage préalable là sur ce match-là. Et ça l'a beaucoup plus servi, je pense. Hein. Bon, il y en a, il y a quand même beaucoup de situations où il est tête de raquette derrière à 3 points, et puis il y a Oui, un écran, et puis il se débrouille. Hein. mais il y a eu des pick and roll et tout, ça, c'est bien Oui. entendu. Mais il y a eu d'autres actions où tu vois qu'on a essayé de l'utiliser différemment. Tu vois, c'est ça. Où les autres fois, j'avais l'impression que on lui donnait la balle, c'était des ISO et terminé, quoi. Oui. Bah après, on n'a toujours pas vu, hormis sur le premier carton, je crois, du match 3,
l'abandon du post-up de Shea par rapport à l'an dernier, c'est un truc qui me laisse assez circonspect parce qu'au post-up, il était vraiment très bon post-up, pas forcément plein axe, mais Ouais. post-up plutôt dans le corner, on va dire. Ça, pour le coup, on le voit quasiment plus. Je suis assez circonspect du fait qu'on le voit plus, mais non, je trouve que c'est une attaque qui a, tu vois, même finalement si on regarde en termes de tirs tentés, de fréquence de tirs tentés, OKC tente 28% de ses tirs au cercle, c'est 30 sur le game 1, c'est 27 et 27 sur le game 2 et 3, c'est 28 sur le game 4. Donc pour le coup, en termes de tirs au cercle, t'as tenté plus ou moins le même nombre de tirs au cercle. Par contre, en efficacité, c'était bien mieux. Et à un moment, il y avait un espèce, je sais plus exactement le différentiel, mais tu avais un très gros différentiel de points marqués dans la peinture où OKC était genre à 26 et où tu devais avoir Memphis un 12. Enfin, OKC a mieux attaqué le cercle en termes d'efficacité, ça s'est retrouvé. Effectivement, tu as su provoquer des fautes sur les intérieurs, tu as su un petit peu les gêner, tu as su les faire sortir de leur spot. Même là, ils ont essayé, quand Idi prend ça à quatrième, ils essayent de mettre Geoff, ça marche pas des masses non plus. Mm. Enfin voilà, tu as eu cette optique. Bah, de toute façon, tu mettais pas les 3 points, donc il fallait bien punir autre part, d'essayer un petit peu de jouer soit sur du jeu de transition après les turnovers où tu essayais de finir au cercle, soit tu essayais effectivement de les impliquer un peu plus sur pick and roll. Il y a eu un espèce d'alley-oop là qui a été manqué entre Chet et Hartenstein aussi. Tu as un pick and roll Chet Hartenstein où c'est manqué, il me semble, mais voilà, où les deux ont bien combiné. Enfin, tu as varié un peu plus tes schémas offensifs, même si ça partait souvent, on va dire, des deux mêmes joueurs et que tu avais beaucoup plus de joueurs qui étaient en fin de chaîne que ce que ça pouvait être le cas sur le Game 3 par exemple, ou même sur le Game 1. Mais voilà, effectivement, chez Gilius Alexander, sans trop s'étaler sur son match tout de suite, mais quand il arrête ses gris-gris de tenter 10 tirs à 3 points et de tenter 10 step back et qu'il revient dans ses spots, et qui revient dans ses tirs, eh ben, bizarrement, tout de suite, il est plus efficace, effectivement. Même s'il y a 2-3 and 1, là, il t'en met un où il te drive sur Idi et Jaren Jackson Jr. La balle, Ah elle ouais. est en haut du plexi avant de rentrer dans le cercle. Tu te demandes comment il va la chercher, celle-là. Ah oui, là, celui-là, il est assez fort. Bon, après, il a été plus adroit aussi, parce qu'il avait pris des mi-distances, hein. Mais il y en avait qui l'avaient loupé, et tu dis, bon, ça, normalement, c'est dedans. Et là, il était beaucoup plus en rythme hier. Non, beaucoup plus dans ce qu'on attend de lui, hein, globalement. Mais c'est sûr qu'après, la défense et la projection en transition a beaucoup aidé l'attaque, hein. Ça, c'est pas à en douter. Chaque mini-run, en vrai, partait souvent de ça, hein. Ça partait d'un Caruso qui allait gagner un ou deux ballons et jeter la balle devant. À un moment, t'as un passage où ça finit sur un dunk de Chet et tu fais un premier vrai écart, mais Memphis va réagir tout de suite derrière. Sacrée résilience, Memphis, globalement, sur ce match-là, parce que souvent, Kessie aurait pu les mettre dans les cordes et n'a pas confirmé vraiment le run qui était en cours, voilà, pour vraiment les mettre sous l'eau. Et Memphis a trouvé souvent une réaction sur du tir, ou Scottie Pippen Jr., encore une fois, qui a été très bon, ou un Jaren Jackson Jr. qui a beaucoup appuyé sur physiquement, encore une fois, en post-up et autres, etc. Mais ouais, l'attaque de transition, là, a marché en plein pot, que ce soit avec Cason Wallace, t'as eu des 3 points en transition un peu aussi, t'as eu pas mal de choses qui ont été vraiment intéressantes sur cet aspect-là. Bah, c'est pas compliqué. En termes de points par possession sur le jeu de demi-terrain, Memphis termine au-dessus d'OKC. Ouais. 95 points pour 100 possessions contre 91 pour OKC sur le jeu de demi-terrain. La différence, elle se fait sur le jeu de transition. Effectivement, sur le nom famélique de 3 points que tu as rentré, il y a un pull-up en transition de J-Dub au début de 4e quart-temps. Ah, celui-là, il est énorme. Voilà, tu te dis, c'est bizarre, c'est que tu rentres pas à 3 points alors que la plupart ils sont wide open de tout le match. Par contre, celui-là, faut qu'il tourne dedans. Donc, c'est toujours assez inexplicable. Mais ouais, tu regardes cette équipe de Memphis et c'est là où il faut leur donner du crédit malgré tout. C'est que il y a quoi? Moins 12? Ils sont à moins 12, il reste 3 minutes 30 à un moment. Ils reviennent en 2 minutes 30, ils repassent à moins 2. Là, pour le coup, c'est d'une part OKC qui fait pas forcément les très bons choix. Et puis de l'autre côté, t'as Scottie Pippen qui commence à prendre feu. T'as Aldama qui sanctionne toujours dans les corners. T'as Desmond Bane qui commence enfin à trouver un peu d'espace. Parce que sur ce match-là, Desmond Bane, autant il a scoré, mais en termes juste de shot-making, hormis son dernier 3 points là, à 9 mètres, où tu te dis. Oh, mais déjà, ouais. Même à 10 mètres, voilà. Même à 10 mètres, où tu te dis, bon, c'est bon, va peut-être falloir arrêter maintenant. Enfin voilà, je trouve que cette équipe a quand même su. Alors que vraiment à moins 12, 3-30, moi je me disais, bon allez, c'est terminé là, c'est bon, c'est le dernier clou dans le cercueil de la série. Finalement, ils ont forcé ce match jusqu'à la dernière possession, hein, parce que même le lancer franc manqué de Desmond Bane, il faut pas grand-chose pour que le tip-in soit bon et pour que ça parte en overtime. Ouais, t'es quand même. Ouais, ça va. Disons qu'il
disons qu'il y a eu des lancers francs volontairement manqués, bien plus ratés en Ah termes oui, d'action que cette ah oui, dernière non, mi-temps. non, il Il n'y était a pas, bien, il était bien fait. Ouais, non, il était il y a bien pas eu fait. de lane violation déjà, donc Ouais. pas de truc numéro un que font les gars quand ils essayent de louper le lancer. Ça a bien touché l'arceau, enfin au moins la balle était vivante, ce qui est déjà assez rare quand tu tentes de faire ça. Non, mais on peut revenir dans le clutch, au pire, on peut refaire un peu ce scénario, là, comme quand tu as commencé d'en parler. Parce que oui, c'était serré tout le match, et arrivé... allez, j'ai envie de dire, j'ai pris les notes en même temps, parce que je savais qu'on allait en parler quand j'ai regardé bien le match. À 5,41, quand il reste dans le quatrième quart-temps, t'es à plus 10 déjà, tu viens de mettre un 10-2. Et là, déjà, moi aussi, dans ma tête, je me dis, bon, ça va être compliqué pour eux. Et après, t'as l'action de Memphis à 5 rebonds offensifs où Mhm. tu ne mets pas un tir. Et Ça t'en pue as le pas game plan de forcément que Fast des Open, bons. ça. Ouais. Et t'as pas forcément que des bons tirs d'ailleurs pour Memphis, mais t'as 5 rebonds offensifs, t'en mets pas un. Et ça finit par une faute offensive de Idi au rebond. Mhm. Et, euh, et derrière, t'as une action où t'as Dagnall qui prend son challenge c'est sur Caruso au rebond sur lancer franc là, Oui, si je me trompe pas, et oui, qui oui. fait complètement tourner le match parce que Idi prend sa 6e faute et au mieux d'avoir une faute de Caruso, t'as 2 lancers de Caruso. Ouais. Et tu finis à ce moment-là, tu finis l'écart et après comme tu l'as dit, arrivé à 3 minutes 36, t'as Shea qui met un gros 3 points, t'es à plus 12, temps mort. Et là, normalement, bon, c'est censé bien aller. Mais pas forcément. Tu as des premiers lancers de Memphis. Tu as un gros 3 points de Vince Williams qui était très actif sur la fin de match. Tu as Shea qui loupe un tir ouvert en catch and shoot, qui loupe un autre tir. Tu as Desmond Ben au lancer franc après une transition. Et au final, Memphis est direct à 5 points. Tu as Aldama qui remet un 3 en transition, -2. Enfin, -2 pour Memphis. Et là, tu as 1 minute 31, J-Dub qui, à l'image de sa série, hein, prend un gros tir à mi-distance, un peu en flotteur, là. Grosse possession pour lui. Enfin, grosse possession, non, il met un gros drive, il met un gros tir, qui arrête complètement l'hémorragie. Celui-là, il n'est pas sous-estimé, hein, parce que là, Memphis venait de mettre un gros run et revenait vraiment sur tes talons avec la 10-0. confiance publique et tout, ouais. Et là, J-Dub arrête l'hémorragie. T'as Pippen qui marque après, juste derrière sur la transition en dribble. Enfin, même pas une transition, sur la mise en jeu, il accélère, il dribble, il marque, en gros, Mhm. Oui. concrètement. Shea prend un pull-up à 3 points, dégueu, En sortie d'écran, là, il est horrible. en sortie d'écran. Et là, du coup, t'es à l'action de Chet, dont tu as parlé, où Pippen veut faire la même chose qu'avant, mais Chet le stop, pique la balle de lancer franc, il assure. Donc, t'es à plus Plus 4 à 1 4. minute de la fin. Donc là, bon, ok. Jean s'est mis un peu dans la merde tout seul, j'ai envie de dire. Oui. Et tu as un nouveau, un stop, et Dort qui va au lancer franc, plus 6 à 50 secondes. Et là, tu as Vince Williams 3 points et JA qui met le dagger à plus 5. Bon, voilà. Qui Et n'est pas après, comme vraiment tu le l'as. dagger, mais Oui, qui n'est pas vraiment le dagger parce que Desmond Bain met un énorme pull-up à 10 mètres. enfin, il Bon, est celui-là. limite, il a le talon d'Achille sur le logo de Memphis. Ouais. Alors celui-là, en vrai, tu peux pas faire grand-chose. Celui-là, c'est le seul Non, que il y a rien à j'autorise faire. un peu. Il y a Celui-là. rien à faire. J-Dub 1 sur 2 au lancer derrière. Voilà. Et puis après, tu fais. Et là, pour le coup, je félicite Degnault et Lou Dort qui a fait les 2 fautes. Oui. 2 fois faute intentionnellement sur le dribble de Desmond Bain, dont une à 1 seconde de la fin, à 9 dixièmes, Ouais. qui était le bon call à faire pour verrouiller l'action ensuite au lancer franc, plus ou moins bien, mais qui a été verrouillé. Voilà, donc OKC s'est mis un peu dans la merde tout seul, j'ai envie de dire, mais aussi Memphis a fait l'effort pour revenir, mais tu as eu des possessions mal gérées offensivement, ça je suis d'accord avec toi. Même si dans le clutch, t'as un Chet qui a été déterminant, t'as un J-Dub qui a été déterminant, t'as un Shea qui a mis le tir qu'il fallait, du coup, pour avoir un peu la lumière sur lui. C'est un gros, j'exagère quand je dis ça, mais il a mis le tir qu'il fallait aussi à un moment. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que sur la fin de match offensivement dans le clutch, donc t'as dit Jalen Williams et Shea ont porté l'équipe et que touché la balle. Et c'est ça peut-être qui est un peu regrettable, c'est que t'avais plus de système, t'avais plus de screen entre les deux, t'avais plus, non, c'était un contre un, quoi. Oui, c'était un contrat. Et puis, moi, il y a des trucs pas qui me choquent, mais qui m'agacent dans cette fin de match. Et ça résume un peu toutes les craintes que j'avais sur OKC. Et j'en avais parlé dans The Cup 2 sur le manque
data sur les matchs joués dans le clutch. Bon, là, tu as des data avec le match 3, avec le match 4 sur ce que tu as joué dans le clutch, mais qui sont pas forcément très rassurants parce que bon, on a vu ce qui s'est passé au match 3 où franchement, heureusement que Memphis marque pas pendant 5 minutes parce que sinon, s'ils sont un tout petit peu plus adroits offensivement, c'est quand même très compliqué. Et puis là, tu as bien fait de le noter. Comment Memphis a su exploiter le fait que la défense du Thunder n'était pas parfaitement replacée, même après panier encaissé, bah, il te joue des trucs sur de la transition. Même, je me demande si les deux lancers francs de Desmond Bane, c'est pas pareil d'ailleurs. Il récupère un rebond défensif, 3 secondes C'est après, il est vrai. déjà à l'autre moitié Je du crois que c'est terrain un pour long provoquer des rebond. lancers. C'est un long rebond Ouais. et en fait t'as un 2 contre 1 parce que tout le monde est au rebond off et t'as que Mm. Shea ou J-Dub au milieu en fait et ça court et Desmond Bane a un layup. Bon, t'as une bonne faute en vrai, c'est une bonne faute à faire celle-ci mais Mais tu vois, je trouve que Memphis a bien su, même le 3 points d'Aldama, ça doit être un. Enfin, ils ont opéré en 7 seconds or less, quoi. C'était les ouais. Suns de Mike D'Antoni. C'était dès qu'on récupérait la balle, vas-y, même panier encaissé, on jouait comme si c'était une situation de transition. Donc ils ont bien su sanctionner. Aldama dans le corner, là à gauche, là, il a vraiment du mal. Et sur le match 3 et le match 4, il a été plutôt très adroit à 3 points. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que défensivement, t'as sué, on va dire, en te prenant un 10-0, c'est parce que tu t'es pas facilité la tâche offensivement non plus. C'est-à-dire que bah, tu regardes les actions, Chet, il doit louper un tir aussi dans le clutch, il doit en avoir un. Ah, il doit en avoir un à un moment, je sais plus trop ce que c'est. Moi, c'est la sélection de tir de chez Gilgeous-Alexander qui m'agace. C'est-à-dire que sur le match 4, il tente un 3 points, je crois, ou 2 3 points peut-être avant le clutch. Il en tente 3 en 90 secondes. Mm. Bon, je sais, franchement, je sais qu'il veut sanctionner à 3 points. Le catch and shoot, je dis rien. Le catch and shoot, en Ah lui il plus, est bon, ouais le lui catch and shoot, il est bon. franchement. En plus, il n'y a pas un rebond off en plus avant ou il y a Je pas crois quelque que c'est chose. un drive où il y a déjà eu ouais je me souviens plus de Bon, en l'action tout cas, mais c'est une situation un peu chaotique où tu dois être en fin d'horloge des 24. Shea, il prend un catch and shoot. Bon, le catch and shoot, il rentre pas à 3 points, tant pis. Mais le dernier, là, qui prend, là, quand il y a -2, après le panier de Scottie Pippen pour revenir Mm. à -2, justement, qui suit le panier de J-Dub, oh, il est horrible. Franchement, et même le tir, là, pour mettre le dagger, pour Shea Gilgeous-Alexander, c'est un mauvais tir. Même dans sa sélection de tir à lui, le tir il est compliqué. Et franchement, c'est un long tout des longs tout quoi. C'est même Demar DeRozan, il estime que c'est un long tout à ce niveau-là. Il est à 1 mètre vraiment dans la ligne à 2 points. Enfin, c'est difficile. Bon après, il le rentre tant mieux parce qu'en termes de shot making, c'est bien. Mais dans la sélection de tir, ouais, je trouve ça un petit peu décevant. Et ça montre que, ok, si quand il faut vraiment mettre le coup de tampon, en tout cas, je trouve que c'était un problème qu'on avait l'an dernier. T'as pas de play qui te garantit 2 points, ou t'as pas d'action dans le clutch où tu peux dire tiens, ça marche, tiens, ça on sait que ça marche, on va utiliser ce play là. Seul play qu'on voit tout le temps, c'est Shea qui est post-up qui vient poser un écran, qui se met un peu post-up et qui attend de recevoir la balle en Mm. plein axe du terrain, généralement en tête de raquette. Mais ça, c'est même pas un play qui résulte C'est sur juste des pour qu'il points. ait la balle. Voilà, c'est C'est juste pour pour qu'il qu'il ait ait la la balle et balle. pour qu'il soit servi, quoi. Donc, c'est pas forcément très satisfaisant. Donc, ouais, moi, c'est l'inquiétude, c'est la sélection de tir. Déjà, pourquoi partir sur du 3 points alors que tu as été très bon sur du mi-distance pendant tout le match? Tu as réussi à avoir des drives et des tirs au cercle, ce que tu n'as quasiment pas eu sur les 3 premiers matchs de la série. Et puis, ouais, ce manque vraiment d'action que tu peux avoir qui, tu dis, je sais pas, Denver avait ça avec le pick and roll Murray-Jokic. Alors, il n'y a pas eu ça sur le match 4. Pour le coup, ils ont pas eu ce play-là, n'a pas marché. Mais tu vois, je trouve que ça manque d'un play estampillé de fin de match. Tu sais que tu vas jouer ça et tu as peut-être 2 points assez facile. Ouais, il y a plusieurs trucs, c'est que effectivement, Shea a beaucoup de responsabilités sur le clutch d'OKC, dans tous les clutches qu'il y aura OKC, parce que on lui donne souvent la balle, on lui laisse faire un peu ce qu'il veut, et comme de base, il prend déjà des tirs compliqués, quand t'arrives dans le clutch, ça devient encore plus compliqué, donc et lui il les prend ces tirs-là. Effectivement, le pull-up à 3 points, il a même pas les pieds correctement mis, enfin c'est à l'arrache complet. Celui-là est vraiment horrible. Après, j'ai envie de dire, l'attaque a été chaotique dans le clutch, mais comme quand je vois les playoffs au global, quand je vois les clutches, il n'y a pas grand monde qui fait des belles choses dans le clutch, quoi. Tu vois, c'est vraiment, mais comme depuis très longtemps, mais c'est même pas quand NBA, les clutches, ça devient de l'exploit individuel où le meilleur joueur a la balle dans les mains et on attend, quoi. Et j'ai pas vu énormément de clutch super bien gérés, même par les autres équipes. Donc je trouve qu'OKC ne s'est pas sublimé dans le clutch, mais n'est pas ridicule non plus comparé à ce qui peut être fait autre part, parce que c'est pas glorieux. Par contre, défensivement, dans le clutch, t'es capable d'actions d'éclat qui, comme Chet l'a fait, comme autres, qui sont assez déterminantes, et je me trouve meilleur défensivement dans le clutch qu'offensivement, même si là,
Et on l'a vu sur toute la série. De toute façon, Memphis a exploité au maximum la potentielle faiblesse sur la transition, sur tout ça, et ils l'ont très bien exploité en fin de match. Là où ils l'avaient fait au début de match, ça s'était un peu calmé, et en fin de match, ils ont retrouvé un petit peu ça. Je trouve que tu as cette faiblesse-là, mais qui, normalement, ça, dans un clutch, t'es pas censé avoir de transition comme ça, en fait. Pour moi, c'est plus un errement momentané, j'espère, en tout cas. Mais c'est offensivement, effectivement, c'est un peu plus frustrant, mais j'ai l'impression que, de toute façon, toutes les équipes vont vivre et mourir avec une sélection de tirs souvent un peu déplorable dans le clutch, mais avec des exploits personnels, en fait, quoi. Et Shea va faire partie de cette veine-là, quoi. Un peu oui, déplorable, ça je suis d'accord, mais t'as au moins un peu d'exécution, alors que là t'avais vraiment l'impression que c'était du free flow. Oui, oui, Là, oui. tu vois, au moins, pour parler là du clutch là du Clippers Nuggets. Bon, les Nuggets c'est n'importe quoi parce qu'ils savent pas attaquer une zone. Ils ont quand même Nikola Jokic qui est tête de raquette sur une zone. Ils se disent non, on va pas lui donner la balle, donne tout à Jamal Murray qui rentre rien. Mais les Clippers pour le coup, on peut dire ce qu'on veut. Bon, Kawhi croque sur la fin de match parce que lui pour le coup il monopolise vraiment la balle. T'as des rebonds offensifs de Zubac, mais il y a 2-3 points de suite de Norman Powell qui sont dans le corner, c'est les mêmes actions. C'est un drive de James Hmm. Harden qui fait un kick-out, ça pour le coup. Je te dis pas que tu dois faire ça à chaque fois, mais au moins tu as de l'exécution, tu vois. C'est pas juste, tiens, vas-y, prends la balle et fais ton exploit individuel, ce qu'ils ont fait pour le coup avec Kawhi. Ou ce que les Nuggets ont fait avec Nikola Jokic. Oui, le clutch est chaotique. Après, sur la défense de transition, c'est dommage, c'est qu'OKC était la meilleure défense de Bah oui. transition de toute la NBA sur la saison régulière. Donc, on va pas commencer à se faire ouvrir sur la défense de transition. Même si Memphis était une bonne équipe de transition, on en avait parlé quand on avait fait la preview. Donc, encore une fois, on avait vu plutôt juste sur la preview, Ouais. sur tous les points qu'on avait évoqués. Mais je trouve que cette équipe, effectivement, dans le clutch, elle n'est pas forcément très rassurante. Et puis, il y a un autre point aussi. Alors là, pour le coup, je pense que c'est priorité à inbound la balle, c'est-à-dire à remettre la balle en jeu. Quand tu es à plus 3 du coup, non, plus 2. Pourquoi c'est J-Dub qui est assez aléatoire, on va dire, sur sa réussite au lancer? Pourquoi c'est J-Dub qui est servi sur la remise en jeu et pas chez? Tu vois, ça c'est le point où, tu vois, il fait 1 sur 2. Parce que J-Dub, Ouais, il a ouais. lancé sur la série, c'est pas faux. Ça, j'avoue, j'ai pas compris. Alors, je pense que Degnaud voulait privilégier le fait de remettre la balle en jeu plutôt que de se prendre à 5 secondes, parce qu'il doit peut-être rester un temps mort au Thunder. Mais c'est sûr, il en reste qu'un seul, si jamais il venait en rester. Mais j'avoue que servir J-Dub, quand tu vois ses performances sur le lancer, tu fais. C'est ses premiers lancers du match, en plus, accessoirement, Bah à ce voilà, moment-là. tu vois, sur Euh, le match 3, il était Après, pas ouf d'ailleurs. ça, j'ai toujours du mal à savoir ce qui était voulu, ce qui a été de la lecture sur leur système, là, tous en file indienne, voilà. Est-ce que, en fait, ça a anticipé, donc J-Dub avait l'opportunité d'aller dans la zone arrière. Tu vois, ça, j'ai toujours du mal à voir qui vraiment tu cibles. Mais oui, je suis d'accord avec toi que potentiellement, tu préfères avoir la balle dans les mains de Shea, et je pense que Memphis avait ciblé Shea. Je pense que Shea aurait jamais eu la balle. Honnêtement, il y aurait eu 2 joueurs au moins sur lui, sur Ah mais ça. tu vois, en saison régulière, dans des situations comme ça, j'ai pas le souvenir de voir d'autres joueurs, enfin des joueurs autres que chez toucher la balle, quoi. Après, Alors il n'y a t'en as pas pas eu eu beaucoup de beaucoup, matchs quoi. clutch, Ouais, hein. c'est Voilà, ça, ça, c'est. ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Mais on va dire que la balle trouvait souvent les mains de chez quand c'était des fins de match serrés et qu'il fallait mettre des lances. Et là, c'était pas vraiment le cas. C'est un petit point, je me suis Ouais, dit, alors tiens, que. Ouais, après, je pense que c'est plus facile déjà de donner un extérieur, parce que par exemple, Chet était très adroit au lancer franc hier, enfin 5 sur 6, oui. il fait, c'est honnête. Mais t'es moins serein de l'envoyer à un grand qui peut se faire impacter, qui peut perdre la balle dans les mains, tu vois. Chet-Up, t'es plutôt sûr. Mais oui, normalement, même Dort, il finit à 4 sur 4, tu peux lui donner la balle, normalement. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis On a d'accord. vu à la fin du match 3 Ouais, mais le hier, lancer à Dort. hier, il a mis dedans, c'est le seul à 100%, donc. Ouais, ouais bah c'est le seul Ah, il y a à Wiggins aussi, 0% mais. aussi. Oui, qui a rien mis d'à côté, ouais. Oui, effectivement. Euh, Au-delà on va dire, cette défense de transition qui était un peu défaillante, moi j'ai noté que j'étais moyennement satisfait défensivement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des passages où tu fais 4 interceptions d'affilée, tu défends fort, tu fais un mini-run, et tu as des passages où tu es un peu plus laxiste. En fait, tu as du mal à avoir un peu de constance dans cette provocation de turnover, et même, j'ai envie de dire, dans une défense qui est déterminante. Tu arrives à faire des stops, ça y a aucun souci, mais tu as du mal à garder ce niveau-là pour creuser l'écart assez longtemps. Tu vois, là, tu avais cette problématique hier, j'ai l'impression. Mm. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, je suis mitigé sur cette défense. C'est-à-dire que la défense a montré
tous ses bons côtés, ses mauvais côtés de la saison régulière. Les bons côtés, c'était la provocation de turnover, que ce soit sur des strips, enfin sur des interceptions sur le porteur, que ce soit des deflections sur les lignes de passe, même la provocation de faute offensive. Hein. Il dit, je crois qu'il doit en prendre une ou deux en termes de provocation de faute Ouais. sur des pauses d'écran. Jaren Jackson aussi, hein. Jaren Jackson, ouais, ce que j'allais dire. Jaren Jackson en prend une aussi sur la pause d'écran, donc ça, on l'a plus revu. Et de l'autre côté, franchement, le nombre de lancers francs que tu as donné à Memphis, c'était compliqué. Hein. Je sais plus quoi. Bah, il tente 30 lancers francs, voilà. OKC en tente 35. Pour une fois qu'OKC a plus de lancers francs que l'équipe adverse, c'est assez rare pour le souligner. Mais quand tu vois Scottie Pippen, il termine à 10 lancers francs. Est-ce que c'est vraiment le profil de joueur qui normalement doit tourner à 10 lancers francs par match? Alors je veux bien qu'il ait été agressif. D'ailleurs, OKC en début de match arrive tellement pas à le tenir sur ses drives, c'est incroyable. C'est que la défense extérieure, dès que tu mets un joueur plus petit, un peu dynamique, a quand même beaucoup de difficultés à le défendre. Heureusement, t'as plus trop ce profil-là d'ici la fin des playoffs, au moins dans la conférence Ouest. Après, ça dépend qui sort de l'Est si jamais tu vas jusqu'au final NBA. Voilà, hormis peut-être un numéro 30 du côté de Golden State qui est un peu petit et qui est hyper dynamique. Ouais, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à Non, voir. je plaisante. Mais lui, pour le coup, ça va être un peu difficile effectivement de le défendre. Mais non, je trouve que voilà, Scottie Pippen, encore une fois, a été très agressif, a été très bon en provocation de lancer. Il termine à plus de 20 lancers tentés sur la série, ce qui est quand même assez pas inquiétant, mais en tout cas, ce qui montre la difficulté que cette équipe du Thunder a pu avoir à défendre certains types de profils, là où d'autres profils ont été très bien défendus. Tu vois, tu parlais de Jaren Jackson Jr. Moi, je trouve pas qu'il fasse un excellent match. Hein, Non, il fait pas un gros match. Il a mis quelques paniers assez importants où des fois Memphis était en galère et des gros paniers. Par contre, après, il s'est fait. Garuso l'a encore fait vivre quelques misères. Il a été trappé parfois au poste aussi. Tu vois, il fait pas un énorme match. Mais tu vois que ils ont essayé de plus l'utiliser aussi. Tu vois, ils lui ont donné plus la balle au poste. Il a essayé un peu plus forcer son jeu. Oui, ils lui ont donné la balle un peu plus au poste, mais c'est ce Mm. que j'avais dit sur le Game 2 et qui avait évolué sur le Game 3. Ses post-up, ils recommençaient depuis la ligne à 3 points. Alors Ouais. qu'au Game 3, il était servi un peu plus proche du panier. Là, il avait encore Caruso, mais en gros, ce que je faisais, c'est que généralement, tu avais un post-up où tout le monde était de l'autre côté. Tu avais Caruso qui défendait le post-up de Jaren Jackson Jr. et tu avais Chet qui venait en aide. Comme au Game 2, en fait. C'était littéralement les post-up de Jaren Jackson Jr., c'était les mêmes qu'au Game 2. Bah, combien de fois il s'est fait contrer, ou combien de fois tu as Chet qui est venu Mm. faire l'aide parce que Jaren Jackson Jr., son passing était pas bon, son passing n'a pas été bon de l'intégralité de la série. Donc tu savais possiblement que son post-up allait finir sur un tir tenté. Donc sur ça, OKC a été très bon, mais c'est pas l'inquiétude que je peux avoir sur vis-à-vis du restant de la série. Mais tu as combien si jamais tu viens dans un niveau de compétitivité plus élevé, je pense que si tu viens à adopter ce schéma défensif, de venir aider avec Chet potentiellement, bah, tu vas avoir des intérieurs qui vont être capables de faire la passe. Tu as un peu parié, et c'était ça qui a fait qu'ils se sont fait démolir sur le Game 1 offensivement. Tu as parié sur le fait que tu avais très peu de joueurs qui étaient capables de faire des lectures du côté de Memphis. Là où les autres équipes encore en lice sont potentiellement largement plus capables de le faire. Ouais. Après, il faudra voir, parce qu'on a vu aussi sur la saison, il y avait d'autres schémas, hein, que ça soit juste du Hartenstein sur un Jokic, par exemple, ou un Zubac. On a eu du small ball aussi pour essayer de contrer ça, hein, des fois. On a eu aussi d'autres défenses pour rendre justement ces secondes lectures plus difficiles, au contraire, tu vois, moins ressortir sur les shooters, mais par contre être très présent sur les lignes de passe. Ouais, après, effectivement, il y a eu des problèmes défensifs, il y a eu des bonnes choses. Bon, sur Jaren Jackson Jr., on l'a bien exploité. On a bien exploité aussi Zakidi de l'autre côté du terrain. Enfin voilà, il y a eu des bonnes choses tactiquement. Et pour Scottie Pippen Jr., on l'avait dit. Enfin, c'est un petit qui joue intelligemment. À un moment, il met un tir sur un pied où il fait sauter le G-Dub, il attend qu'il retombe, il lui tire par-dessus. Enfin, tu vois, tout ce genre d'action. Enfin, beaucoup de monde en NBA a du mal à les défendre et c'est ça qui fait aussi sa réussite. Il a mis plein de paniers comme ça, de petits paniers à la malice un petit peu. TJ Donc McConnell. ça, on a eu. Ouais, mais franchement, c'était un peu ça sur certaines actions, quoi. Plus des transitions, plus la thread de loin, plus un pull-up ou deux, plus. Enfin voilà, il a fait encore un gros match. Mais ouais, défensivement, je trouve que bon, on va pas parler du premier match ou de la deuxième mi-temps du match 3 où là tu défends tout terrain, où tu les abrasses complètement. Mais ouais, c'était un peu plus difficile. Ça a beaucoup sifflé, mais des deux côtés, hein, tu l'as dit. Hein. Il y a eu beaucoup de coups de sifflet. Je pense que ça a mis beaucoup de coups globalement d'ailleurs. Hein. Que ça soit à l'intérieur, les extérieurs, ça a pas mal poussé aussi. Voilà, ça a mis beaucoup de coups, mais ouais, t'étais un peu plus. Encore une fois, je trouve que t'as quand même plus d'alternatives que l'année dernière globalement. Et on l'a vu, Oui. je trouve, sur cette série. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Oui, t'as plus d'alternatives, mais c'est un peu. En fait, c'est tout. C'est presque. Est-ce que t'as envie de boire le verre à moitié vide ou boire le verre à moitié Hmm. plein? C'est-à-dire que l'an dernier, je suis pas sûr qu'OKC remporte le 3 ou le 4.
Tu prends Oh, la je même pense qu'on le perd, ouais. configuration. Bon, alors le 3, c'est sûr tu le perds. Parce que t'as pas Caruso, donc c'est sûr que tu perds le 3. Le 4, franchement, je pense que tu le perds aussi. Hein, ou en tout cas, tu dois pas en être très très loin. Peut-être tu as plus de chances de gagner le 4 que le 3. Mais oui, pour moi, c'est une équipe qui est meilleure que l'an dernier, mais qui n'a pas fondamentalement changé. Qui me semble pas avoir franchi un step énorme, en tout cas, qui n'a pas franchi le step que tu as vu en saison régulière. Entre la 23-24 et la 24-25. Donc voilà, sur les problématiques de 3 points qui rentraient pas dedans, c'était les mêmes que l'an dernier. Enfin, c'est plein de craintes que j'ai pu avoir qui se sont un peu confirmées sur ce match 3 et sur ce match 4. Mais en tout cas, vous regardez la polyvalence des profils, oui, c'est sûr que OKC n'a pas de liability et que tu peux quand même avoir plus de variance en termes de profils que tu peux utiliser. Tu peux avoir la triplette, la Caruso, Kayson Wallace, Lou Dort. Tu peux passer petit. OKC l'a fait un tout petit peu là en deuxième mi-temps avec Jalen au poste 5. D'ailleurs, les rotations de Ah, il Mike faut qu'on en Brown, parle. t'as Jalen qui joue pas de la première mi-temps et puis il te le remet en seul poste 5, début de quatrième quart. T'as 2 minutes de Kenrich qui Ouais. fait bonjour Kenrich. T'as pas joué Non, mais mais oui, bonjour Kenrich. t'as l'impression, je sais plus qui avait mis ça, il a des quêtes annexes. Ce genre-là, c'est premier entrant, Wiggins, qui a pas joué du match avant. Wiggins qui Dès rentre les le 3 premiers premier. matchs, ouais. Voilà. Ensuite, effectivement, t'as Kenrich un moment en pivot, ce Hmm. qu'on n'a pas vu depuis le début. T'as Jay Will qui est en deuxième mi-temps. Enfin, oui, là, il a changé toute la rotation sur ce match-là, honnêtement. Il fallait le mentionner, effectivement. Ça avait rien à voir avec les matchs d'avant. Ouais. Mais par contre, il a changé complètement les rotations, mais le point qui, on va dire, reste fixe dès qu'on parle des rotations de Casey, et Tom, pour le coup, on avait parlé dans la preview, Hartenstein, il finit jamais les matchs. Hein. Hartenstein termine jamais les matchs. Il sort, je crois, il reste 6-30 dans le quatrième quart, on Hmm. le revoit plus. C'est Caruso Alors, qui close. alors que là, il est bon, hein, pour le coup. Ouais, Enfin, il ouais. méritait potentiellement de finir. Ouais, Oui, contrairement au match 3. Mais tu vois, Et tu, et tu vois, est-ce que offensivement, ça pourrait pas aider de l'avoir? Tu vois, est-ce qu'on parie pas trop sur le spacing et qu'en fait, mettez-lui un gros écran d'Artenstein haché et peut-être on se débrouillerait mieux. bah, c'est ce qu'on disait en préambule, enfin c'est ce qu'on disait au début en répétant que Hartenstein était le garant un peu du rouage collectif de cette Ouais. attaque de Casey. Et d'ailleurs, c'est le seul, avec Isaiah Joe, et on va peut-être reparler de ces deux-là ensuite, mais c'est le seul qui peut amener autre chose offensivement que du J-Dub ou du Shea tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, là, pendant le match, il y a une action où tu sais qu'on veut faire tirer Joe et on spam le dribble Le end-off, comme bouton tu avais dit end-off, l'autre fois. ouais. On le spam et même, en fait, il y a un moment où quand Joe rentre, tu t'appuies sur lui, en fait. Tu l'as dit, tu as une passe backdoor. Après, il a un 3 points bon, qui est un peu compliqué, mais en sortie de end-off. Après, il a une action avec un pick and roll avec Shea. Enfin, Joe et Hartenstein, c'est les seuls qui peuvent t'apporter offensivement une autre façon de jouer. Parce que Wiggins, il rentre un peu dans ce moule-là aussi. Il Il joue son jeu. drive, il joue son jeu un peu à lui. Eux, c'est collectivement qui font changer les choses. Donc, et si on remonte encore plus loin, d'ailleurs, ça m'a fait penser quand on a parlé, je pense qu'on a fait nos previews de la saison. Quand on a dit si on a un panier à mettre en fin de possession, qui on met sur le terrain, comment on joue. Je me souviens qu'on a vu ce débat, est-ce qu'on met Partenstein juste pour qu'il pose un écran haché? Et honnêtement, on en revient là, tu vois, on en revient là, je sais pas combien de mois après, quoi. Ah, 6 mois après, mais t'as Ouais. aussi la crainte, c'est qui a fait. C'est les Warriors, enfin c'est les Rockets qui ont fait ça sur le match 3 la face aux Warriors. T'as aussi la crainte, si t'as Hartenstein qui pose un écran, qu'il y ait une trappe sur chez, potentiellement. Ouais. Ouais, mais Là, alors, pour le coup, quand déjà, t'as pas de pause d'écran sur les dernières actions offensives de Casey, mais si t'as une pause d'écran d'un plus petit, t'as peut-être moins de chances de te faire trapper. après, Memphis a pas trapéché de la série. Ils l'ont trappé un peu au game 1 et au game 2. Ils l'ont plus trappé Mais, au Oklahoma mais, City mais, que mais, mais peu. Enfin, tu vois, il y a peu peu. de. Ah non, On a si, je suis vu peu de d'accord. short roll, on a vu peu de. Enfin, tu vois. Alors là, ça aurait Mais pu être le coup de poker du truc de le trapper à ce moment-là, mais. oui, mais enfin, je parlais pas que sur la Oui, non, bien décision sûr, face à ouais, ouais. Memphis, je parlais dans la globalité, mais tu Ah vois, oui, oui. les 2-3 points là, que Isaiah Joe il met, là, 45 points, là, c'est quasiment 2-3 points de suite qu'il met, c'est les Mm. mêmes actions avec Shea, quoi. Il est à Ouais. 45, et là, pour le coup, tu as une trappe sur Shea qui ressort sur Joe qui est wide open. Donc, Joe qui a marqué 42% des 3 points pour OKC sur toute la partie, alors qu'il a joué Heureusement qu'il 14 était là en minutes. vrai. Il a Bah, fait vraiment un bon match, hein. Franchement, et ça, heureusement qu'il était là. ça à se demander pourquoi il joue pas plus. Hein. Tom et Mm. Charlie en avaient parlé dans le Game 3 en disant pourquoi Wiggins joue pas. Wiggins, ça pouvait s'expliquer parce qu'il était vraiment pas bon et que tu avais un besoin défensif, ce qui ne correspond pas forcément au profil d'Aaron Wiggins. Mais là, quand tu vois que l'attaque rentre rien, tu te demandes pourquoi. Ouais. Franchement, quitte à faire sortir Hartenstein et Lou Dort,
vas-y, mets-moi Alex Caruso et Isaiah Joe. Hein. Tant pis, hein, tu mets Chet au poste 5, il se débrouille comme il peut. Bon, ça n'a pas toujours marché hein, sur tous les matchs de la série, Chet au poste 5. Il y a des fois où il s'est bien fait manger. Mais vas-y, franchement, en attaque, il y avait c'était des shoots de fin de chaîne. Alors, je veux pas dire que les shoots étaient aussi compliqués que ceux de la série face à Dallas, parce que Dallas, c'était vraiment, t'avais pas le choix que de tenter des tirs à 3 points. Là, t'avais quand même des actions qui amenaient à ces tirs. Bon, les tirs étaient loupés, mais on va dire que le process était meilleur que ce que t'as pu avoir l'an dernier. Mais t'avais pas d'adresse, quoi. Et Isaiah Joe, comme tu l'as dit, t'amènes un petit peu de variété. Potentiellement, tu peux le faire jouer avec Hartenstein ou avec Shea. Là où les autres, c'est un peu dans Mm. l'euro, tu vois, même Kayson Wallace, offensivement, on l'a pas vu. Alors il y a un drive, je crois, où il doit mettre à N1, ou je crois qu'il met un N1 où tu te En demandes s'il va contre-attaque, mais pas passer c'est en le mec là. transition. C'est en Voilà. transition. Après, il met une action avec Caruso, là, sous le cercle, sur un très beau jeu à Ouais, deux. dans le Docker spot, celle-là est pas Ouais. mal. Mais tu vois, en début de saison, il y avait notamment le tout premier match de la saison à Denver. Tu avais souvent Kayson Wallace dans le Docker spot. Ça a complètement été abandonné au cours de la saison, tu vois. Ça, on l'a pas Mm, revu mm, non plus. mm. Et c'est encore des schémas qui peuvent t'amener un peu plus de dangerosité et surtout un peu plus de variété. Je pense qu'on le reverra peut-être sur d'autres séries, sur un autre, d'autres profils en face, parce que là, avec les deux grands, souvent et tout, c'était compliqué, je pense, de laisser dans le locker spot. Surtout avec Idi en drop, en fait, ça te servait un peu moins que quand c'est agressif, tu vois, je pense. Mais non, après, je suis d'accord avec toi que, ouais, un Joe, là, sur un match comme ça, sur, il mérite de jouer plus, surtout quand tu vois effectivement en fin de match que, à côté de chez Dubs, c'est Caruso, Dort et Chet qui n'ont rien mis. Sur ce match-là, en tout cas, ils n'ont rien mis. Dort a loupé les 2-3 tirs ouverts qu'il a eu. Chet a pas mis dedans de loin. Voilà, a pas eu grand-chose. Même son début de match, il se fait contrer 2 fois sur ses tirs par On les l'a pas grands vu en adverses. attaque. Hein. Ouais, on l'a pas beaucoup vu. Et Caruso a été moins adroit que les autres matchs. Il en met un à un moment, mais voilà, il a été moins à l'aise. Défensivement toujours très fort, mais moins à l'aise. Donc oui, pourquoi Joe n'est pas là à ce moment-là? En plus, Daniel, t'es habitué au changement attaque-défense, donc pour le coup, tu pouvais potentiellement le faire, quoi. Oui, oui, mais c'est pas inquiétant, mais tu vois, pour le coup, tu peux parler des matchs de Dort, pour au-delà du débat là sur la blessure de Ja. Dort, il fait 0 sur 8 à 3 points sur les deux matchs à Memphis. Il n'a pas mis un 3 Mm. points à Memphis. Même il est à 2 sur 11, non, 2 sur 15, 2 sur 15, hormis le Game 1, où il a 4 sur 8. Bah là, pour le coup, c'est toujours la source d'inquiétude, quoi. C'est l'adresse à 3 Mm. points. C'est irrationnel, mais ça commence à se confirmer de série en série, quoi. T'as une chute d'adresse à 3 points chez certains role-players dès que tu arrives en playoff, qui est inquiétant. Et Lou Dort, c'est un peu le garant de ton spacing avec Isaiah Joe, justement, puisque c'est les deux qui prennent le plus de volume en termes de tirs à 3 points tentés. Bah, à partir du moment où Lou Dort il les rentre plus, le spacing, on a vu ce que ça donnait. Il fallait te remettre soit à des tirs tentés au cercle, soit essayer de forcer un petit peu sur Chet ou J-Dub d'ailleurs. J-Dub il doit en prendre un en catch and shoot qui doit mettre aussi, je crois que c'est Mm. dans le premier quart-temps. Mais voilà, Lou Dort pour le coup ne peut pas avoir deux trous d'air en attaque comme il a pu avoir les deux trous d'air là sur les deux matchs à Memphis. Ouais. Surtout que, bon, défensivement, il a été bon, mais il est un peu moins utile quand t'avais pas de Ja Morant et tout. Pour le coup, il est un peu moins. Surtout que Scottie Pippen, du coup, se baladait un peu. Il était un peu moins utile sur le terrain. Les seuls à droite, là, un peu sur la série, c'est Chet, il a 42%. T'as Isaiah Joe à 42%. T'as Caruso qui est quand même à 38,5, c'est pas mal. Après, t'as Jay Will, mais bon, on est faible. Et puis voilà, quoi. Bah, C'est tu, tout, hein. tu termines la série à 31% de réussite au Ouais. tir. Voilà, à 3 points, hein, bien sûr. Et, et, Ça, alors, et c'est ça, après, c'est toute la différence entre les gens et toi et moi, notamment. C'est, moi, je dis, bah, on a gagné sans être à droit, et toi, tu vas me dire, bah, on est dans la merde parce qu'on fait pas un tir, tu vois, mais c'est toujours la dichotomie du truc. Voilà, effectivement, il faudra peut-être être plus adroit si tu veux vraiment voir plus loin, ou alors, il faudra être très solide sur les autres choses, encore une fois, voire plus solide, quoi. Et moi, c'est le truc qui m'inquiète. C'est encore une fois, c'est verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Moi, comme Ouais. d'hab, je bois le verre à moitié vide. Mais la chute d'adresse à 3 points m'inquiète. Je suis allé regarder à l'EFG, là, que je mentionne tout le temps. Surtout les deux dernières campagnes de playoff du Thunder depuis la nouvelle arrivée en playoff depuis 2024. J'ai essayé de voir combien de matchs OKC étaient au-dessus de la moyenne à l'EFG, le 50e centile. T'en as 4 sur 13, 4 sur 14, je crois. Enfin, c'est un truc qui est famélique, quoi. Les seuls matchs où t'es à droite, c'est le Game 1 à Dallas l'an dernier. Enfin, le Game 1 face à Dallas l'an dernier. Le Game 2 face aux Pels l'an dernier. Et le Game 1 face aux Grizzlies là cette année. Moi, c'est un truc qui m'inquiète. C'est cette chute d'adresse à 3 points, cette chute d'efficacité. Alors oui,
En playoff, t'es moins adroit qu'en saison régulière, mais là, pour le coup, t'as une espèce de chute qui est colossale. Alors que vous regardez Cleveland, bon, Cleveland, c'était la meilleure équipe à 3 points sur l'intégralité de la saison régulière. Bah, par contre, Cleveland, ils perdent pas en adresse à 3 points. Bah, là, nous, tu perds en adresse. Tu perds en adresse sur la série. Shea a été catastrophique en termes d'adresse. J-Dub termine à 30% au tir. C'est le seul petit pourcentage de tir à 3 points et pourcentage au lancer franc. C'est les deux seuls points noirs, on va dire, de sa série. Mais il a quand même été très bon. Donc, on va pas trop le critiquer. Si faut espérer que ce soit Chet qui te prenne un haut volume à 3 points et qui mette tout dedans, comme c'était le cas au Game 3, je suis pas rassuré par la capacité du Thunder à vivre en attaque. On l'a vu sur le Game 3. Déjà, il se passait plus rien en attaque. À partir du moment où tu mets plus un panier, c'est quand même plus difficile pour l'attaque de tourner. Et j'ai l'impression que pour les tours d'après, peu importe l'équipe que tu vas rencontrer, hein, que ce soit Clippers ou que ce soit Denver, mais si je pense que tu en as un peu moins besoin quand tu vas affronter les Nuggets que quand tu vas affronter les Clippers, si tu as cette adresse-là, ça va pas passer. En tout cas, tu vas largement te compliquer la tâche. Il va falloir que ta défense soit à un niveau plus élevé que ce qu'elle a été sur le premier tour. Non, mais après, on est d'accord que ça reste un sport d'adresse. Hein. Tu mets pas un tir, c'est dur de gagner un match. Hein. Ça, c'est par A plus B. Après, c'est dans quelle mesure on doit s'en inquiéter, ou ça peut réagir, ou alors ça sera du match après match. Il y a un match où oui, tu mettras pas, il y a un match où ça va tomber dedans et du coup tu seras à l'aise, etc. C'est ça que j'ai du mal. Et après, à voir quelles sont les causes vraiment de ça. Parce que j'ai du mal à dire qu'en fait, un Lou Dort qui tire à 40% depuis 5 saisons, ouais, pourquoi d'un coup il te met... Non, non, j'exagère, non, mais tu vois, pourquoi d'un coup il met plus, pourquoi les autres aussi, tu vois, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est parce que tu demandes encore plus d'efforts physiques, défensifs, que du coup t'es cramé, est-ce que c'est parce que t'as pas le même régime de tir, les mêmes tirs, est-ce que tu vois, Isaiah Joe, les tirs qu'il met hier, c'est les mêmes qu'il a sur toute la saison. Globalement, lui, il y a pas eu trop de doutes, tu vois. Ou Dort, il a eu des tirs ouverts. Est-ce que c'était les mêmes spots? Tu vois, il était peut-être un peu plus dans le corner. Tu vois, il y a des choses comme ça qu'il faudrait. Je pense que eux analysent, que nous, on n'a pas les armes pour le faire. Mais tu vois, dans quelle mesure ça, c'est quelque chose de vraiment ancré, que ça va baisser, qu'on va être en difficulté, ou alors est-ce qu'on peut réagir, ou alors est-ce qu'on peut s'adapter, tu vois. C'est ça que j'ai du mal à identifier. Le point positif comparé à l'an dernier, c'est que le process me paraît quand même meilleur. C'est qu'encore une fois, Ouais, c'est pas des tirs de dépit comme c'était le cas oui. sur la série face à Dallas. Donc là, le process est meilleur, mais Où il te laissait tout seul et tu tirais parce qu'il était tout seul, quoi. C'est pas du tout ça. voilà. Ça, je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Dans Au moins la sur le Game construction, 4. ouais. Hmm, Au moins ouais, sur le Game 4. Parce que sur le Game 3, c'était beaucoup de tirs de dépit quand même parce que tu trouvais pas de solution en termes oui, d'autocréation. c'était différent. Ouais. Mais je me demande, moi, si c'est pas mental, honnêtement. Hein. C'est encore d'un dauphin, t'en fais pas un requin, ça va être mon running gag. Mais Ouais, franchement, tu regardes Pels, Mavs, et là, tu regardes encore, t'as pas une série, en fait, où t'es super adroit à 3 points. Donc, alors que OKC, en fait, c'est pas comme si t'attendais quelque chose qui ne s'est pas produit durant la saison régulière, puisque OKC a été super adroit. OKC était la meilleure équipe en termes de réussite à 3 points à partir du 1er janvier. Comme OKC était la meilleure équipe en termes d'adresse à 3 points à partir, enfin, sur l'intégralité de la saison régulière de l'an dernier. T'as des très bons shooters pendant 4 mois, qui, à partir du moment où tu passes la mi-avril, perdent leur efficacité. C'est un peu inquiétant, quoi. je, je me demande, enfin, à quel niveau il faudrait juste pour qu'on soit satisfait. Parce que là, on est à 31%. Bon, c'est pas bon. Mais je pense que juste à 35, déjà, t'as moins ce sentiment-là que OKC met rien. Parce que alors que t'es juste à 35, t'es plus bas que la saison. Hein. Tu vois, je regardais les Clippers, eux, shootent presque à 40% à 3 points sur la série, ils sont à 39. Et les Nuggets sont à 35. Donc tu vois, c'est pas 35%, tu devrais pouvoir largement le faire. En fait, c'est ça aussi que j'ai. Pour moi, si t'atteins juste ce niveau-là de base, tu vois, déjà, ça serait très bien. Et Ouais, tu mais serais viable. tu regardes la série face à Dallas, tu shootes à 33,8. La série face à Memphis, tu shootes à 31,5. En Ouais. termes d'adresse, pour le coup, t'es pas du tout au niveau des 35. Hein, t'es largement en dessous. Sachant que t'as moins sur les matchs 3 et 4, mais sur les matchs 1 et 2, t'avais bien augmenté le volume de tirs à 3 points comparé à l'an dernier. Hein. Mm. Ça shootait beaucoup plus à 3 points. Donc, t'as la première mi-temps du. Non, ouais, non, t'as le deuxième carton du game 2 où tu mets tout dedans à 3 points et où bizarrement, offensivement, t'es extrêmement fort. Mais ouais, je sais pas. Va falloir essayer de corriger ce problème-là parce que je pense que malheureusement, sans adresse un minimum correct, bah, l'attaque, elle va patiner.
et tu peux vite te retrouver dans la même configuration que la série face à Dallas l'an dernier, quoi. Ouais, Chez où ils défendent que le cercle. Mm. Voilà, où c'est chez Gilgeous Alexander qui est condamné à rentrer tous ses mid-range parce qu'il n'y a rien d'autre, et tout le reste est laissé ouvert. Alors peut-être que cette année, tu auras un J-Dub qui sera meilleur dans l'autocréation. Encore, l'an dernier, face au PES, il avait été très bon, enfin, plutôt bon, avant de s'écrouler sur la série face à Dallas, mais cette problématique d'adresse, pour une équipe qui vit tellement par le drive, elle est encore plus vitale, j'ai envie de dire, qu'une équipe comme Denver. Denver qui prend pas beaucoup de tirs à 3 points, qui vit beaucoup sur les cuts, qui vit beaucoup sur le post-up de Jokic, là où j'ai l'impression Mm. qu'OKC a quand même est une des équipes qui a le plus besoin de sa réussite à 3 points pour vraiment développer toute sa panoplie offensive. Ouais, pour débloquer le cercle, pour sanctionner les aides, pour plein de choses, ouais, carrément. Ça me fait penser, t'en as parlé un peu de J-Dub, t'as parlé de Dauphin. Faut quand même en parler de J-Dub, je pense qu'on peut commencer par lui, qui pour le coup, là, sur cette série, est devenu un requin, je sais pas, mais a fait une très très grosse série. Il a fait, j'ai noté, je pense que c'est le meilleur joueur de la série, honnêtement, Ouais. ou en tout cas le plus régulier, ça c'est sûr et certain. Quand on regarde l'ensemble des 4 matchs, il a été encore très bon hier. Il a mis un gros tir dans le clutch, il a été déterminant. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu de la prise en charge de responsabilité offensive sur toute la série, mais notamment hier, sur des moments où Shea n'est pas là, et ben, il va se créer ses tirs, il va essayer de tenir l'attaque un peu à bout de bras, avec du scoring, de plein de façons différentes. Il y a eu de la transition, du spot-up à 3 points, du pull-up à mi-distance, des drives, enfin, il a tout fait, quoi. Globalement, il a un peu tout fait. Voilà, très très grosse série de J-Dub qui, pour le coup, le poignet a l'air de tenir pour l'instant et ça a l'air d'aller physiquement et en tout cas il a l'air d'être en confiance là sur cette série là, il a dominé. Le poignet tient, sauf quand il faut tirer à 3 points, hein. Pour le coup, faut voir. Ouais, C'est après il en a mis quand même, tu vois. Il est à 28%, tu vois, quand même. Oui, mais il en a mis deux trois compliqués. Après il a fait des écarts aussi Ah ouais, il fait des sur les matchs airballs, là. d'avant, moins hier, mais il a fait des écarts. Joe fait un airball, je sais plus si c'est au match 3 ou au match 4, qui est dans un spot, il fait un airball, tu fais oula, là ça va être compliqué. Bizarre. Je me demande si c'est pas au match 3. Mais non, J-Dub, ouais, meilleur joueur de la série. Et puis surtout, je l'avais mentionné avant le début des playoffs. Putain, il a retrouvé le cercle, quoi. Il a Mm. retrouvé le cercle. Bon, il vit toujours un peu sur ses mi-distances, mais j'ai l'impression que ses mi-distances sont quand même un peu moins compliqués que ceux qu'il faisait, que ce soit l'an dernier ou que ce soit sur l'intégralité de la saison régulière. On voit moins ses mid-range où il part sur sa gauche, où il finit un peu en déséquilibre. T'as un peu plus de push-shot, où t'as des espèces de drive où il fait un push-shot, où il est à 3 mètres du panier, ou en tout cas où il fait un espèce de teardrop. Enfin, il a quand même modifié un peu sa panoplie offensive. Et puis, ouais, je trouve qu'il a quand même beaucoup retrouvé le cercle sur la fin de saison et sur cette série-là, ce qui est extrêmement agréable parce que bah, voilà, t'as envie que J-Dub retrouve le cercle. Bon, en termes de L-Doll, ça me paraît quand même plus satisfaisant ou plus rassurant que ce qu'on a pu voir sur la régulière. Il n'y a pas de situation où il avait vraiment du mal à lâcher son vis-à-vis. Le fait de calquer quasiment ses minutes avec Hartenstein aide bien aussi pour gérer Mm, la seconde unit, un peu plus de séparation. Les deux, j'ai l'impression, coexistent un petit peu mieux sur la série face à Memphis que ce que tu as pu avoir sur la régulière. Ben voilà, J-Dub, défensivement, il a été présent, même si ça n'a jamais été lui qui a été le plus mis en valeur, on va dire, par ses prestations défensives. Un coup c'était Chet, un coup c'était Caruso. Enfin, voilà, J-Dub, on va dire, un peu à l'image de sa saison régulière défensivement, qui a même pas reçu une seule voix pour être dans le top 3 du Deep Boy. Ça aussi, c'est en termes de scandale, c'est quand même assez costaud. Mais voilà, c'était vraiment le défenseur collectif, j'ai envie de dire, plutôt que le défenseur individuel qui brille par ses performances. mm. Ouais, offensivement, sur la gestion du pick and roll, il a été sur toute la série Les vraiment très lectures. fort. Il y a encore eu au moins et 3 actions là où hier il se sert de l'écran, il attend qu'Artenstein revienne faire un écran, il fait un petit tir, machin. Sur le contrôle, il a beaucoup progressé, en tout cas là sur cette série par rapport à l'année dernière, où effectivement c'était plus des tirs en mouvement, et là il y a plus de maîtrise dans tout ce qu'il a fait offensivement. Et ouais, après quand il arrive à aller au cercle, alors là il a mis des gros tirs hein, en transition, il a mis un moment un tir sur Eddie ou Jaren Jackson Jr., je sais plus, où tu sais, te demandes comment il fait, enfin voilà, il a mis des gros paniers, même le dernier qu'il met dans le clutch est assez fort. Oui. Mais parce que avant tu te mets en confiance, parce que tu t'es en contrôle, parce que tu as eu des bons tirs, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont mieux offensivement pour J-Dub, même si effectivement le 3 points dans la globalité n'a pas suivi, il a assumé quand même une charge assez conséquente, hein, de tirs pris à 3 points, il en a mis des importants, il en a mis quand il fallait aussi,
Tu l'as dit, celui qui met en transition là où il pousse un peu le défenseur, il est censé faire un gros écart normalement à ce moment-là. Ça peut plier la série normalement ce tir-là à peu près. Donc tu vois, non, il y a rien à dire sur sa série. Hein. Il a répondu à l'appel de la seconde option, surtout quand les 3 premiers matchs n'étaient pas très bons. Il était là. Et là, Shea a été bon, et il était quand même là, comme tu l'as dit, donc vraiment intéressant. Et oui, avec Hartenstein, mais on l'avait dit depuis longtemps, c'est lui que ça peut le plus débloquer, en fait, de l'utiliser sur pick, de créer des décalages, quoi. Shea a moins besoin de ça, normalement, pour créer son scoring. J-Dub, ça lui apporte beaucoup de choses. Oui, et puis j'ai l'impression aussi que Shea préfère quand c'est un plus petit qui pose un écran. Type Poudor, type J-Dub, Ouais, type... parce qu'il aura l'avantage physique sur même si ouais. ça switch ou même... ouais, carrément. Parce que tu vois, là, les quelques fois où il a voulu faire un pick and roll avec Hartenstein pour essayer de jouer sur Easy ou pour essayer de jouer, je crois, c'est sur Geoff, il avait pas la vitesse, il avait pas suffisamment de vitesse pour empêcher le défenseur de recovery et de se faire contrer. Il y a notamment ça au début du game 3 où il se fait contrer par Idi. Il y a ça à un moment dans le game 4 où il se fait contrer par je sais plus quel intérieur. À part GF et par ID aussi, les deux. Aussi, bah Je voilà, pense. bon bah parfait. Mais ouais, c'est effectivement la relation entre les deux est très bonne. Et puis J-Dub, il nous avait frustré sur la régulière, là sur ses finitions au cercle, où il y avait des finitions, tu te demandais un peu ce que c'était. Là, il est passé de 67 à 77% de réussite au cercle entre la régulière et les playoffs. Donc pour le coup, s'il commence à redevenir uber efficace au cercle comme il était en saison rookie, et même en deuxième année, eh bah, peut-être que ça peut débloquer un truc. C'est-à-dire que si la fréquence augmente et que l'efficacité augmente drastiquement, là, tu vas avoir un J-Dub qui peut redevenir une menace supplémentaire dans un registre autre que chez. Face à Jaren Jackson Jr. et Zaki D en plus. Mmh. Pas n'importe qui dans la raquette, t'avais pas GF ou t'avais pas je sais quel pivot, tu vois, t'avais normalement du matos un peu dans la raquette pour fermer ça. Non, il a été archi satisfaisant et même, alors Chet, on l'a dit, offensivement c'était plus dur, mais défensivement il a été bon et globalement sur la série, si on prend le 3 ou même les autres matchs, il a répondu aussi lui présent. Je trouve que les lieutenants ont presque plus répondu présent que Shea sur la globalité de la série, c'est même sûr. C'est ça, c'est que pour le coup, bon, au-delà du clutch et du 3 points, les craintes que j'avais, c'était sur les deuxième et troisième options. J'avais dit J-Dub et Chet, est-ce qu'ils vont être capables d'élever leur niveau après cette série? J'ai envie de dire, je suis pas convaincu qu'ils vont être capables de maintenir ce niveau de performance sur des demi de conf ou des finales de conf potentiellement si tu viens passer. Mais au moins, ils ont été rassurants, ce qui déjà n'était pas chose gagnée, j'ai envie de dire. Donc ils ont rassuré. Ils ont peut-être gagné des sous sur leur contrat, sur cette série, pour l'instant en tout cas. Je sais pas, ça, je pense Ou que ils avaient déjà beaucoup de sous, trop voilà, de sous pour en gagner. voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ils ont rassuré. Après, tu vois, J-Dub, il a su sanctionner avec la seconde unit. Chet, il a su être très clutch, il a su prendre le jeu à son compte, même si, bon, le Game 3, il plante tout à 3 points parce que tu as le jeu à 2 avec Shea, mais au moins, il a su quand même prendre le jeu à son compte, en tout cas, marquer les points quand il fallait marquer les points et rentrer les tirs quand il fallait rentrer les tirs. Donc, ouais, rassurant, mais pas complètement convaincu. C'est un peu le résumé de la série, quoi. C'est que j'attends de voir, soit pour rassurer les craintes que je pouvais avoir, soit pour les confirmer. J'attends de voir le tour d'après, face à une équipe qui sera bien meilleure, je pense, que ce que cette équipe de Memphis a Oui, pu être. oui. Si t'as rien à ajouter, on peut parler un peu de la suite, effectivement. C'est vrai que moi, cette série, pour moi, c'était un échauffement, une répétition presque. Enfin, tu savais que Memphis allait être plus faible, surtout avec la blessure de Ja. Bon, au final, ils ont été résistants, même sans lui, sur le match 4, mais tu savais que tu avais une marge sur cette équipe-là, quoi. Globalement, tu avais des armes pour les contrer. Tu savais que, là, sur la saison, tu leur as mis 8-0, au final, du coup, si je ne me Oui, trompe pas. Tu savais que tu étais au-dessus, voilà. Donc, globalement, voilà, cette série, on avait parié des 4-1, 4-0. C'était des répétitions, c'était un échauffement avant ce qui arrive. Je pense qu'il faut pas non plus totalement sous-estimer tout ce qui a été fait sur la série, parce que c'est pas rien, tu l'as dit en intro, hein, de sweeper une équipe, ça se fait. C'est difficile, c'est jamais facile de réussir à aller chercher les 2 matchs à l'extérieur, de voilà assurer à chaque fois. Faut pas le sous-estimer non plus et sous-estimer ce qu'a fait cette équipe-là, là. Donc voilà. Maintenant, effectivement, faudra voir niveau confrontation comment ça se profile. Faudra voir niveau fatigue pour les Nuggets ou les Clippers qui sont en train de se tirer dans les pattes match après match. Comment ça va se goupiller parce que là, OKC aura pas mal de repos. Mais il va falloir probablement step up sur pas mal de choses. On l'a dit notamment offensivement où il va falloir montrer d'autres choses. Voilà, il y aura des match-ups plus ou moins favorables. Il y aura
plus de talent en face sur le terrain. C'est surtout ça en fait qui nous fait dire que ça sera plus dur. Mais je suis pas plus inquiet qu'à l'approche des playoffs. Je suis dans les standards, quoi. Je suis pas archi satisfait en mode bon, on est vraiment trop fort. Et limite, j'aurais été. En fait, ça m'aurait inquiété d'être vraiment trop fort maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'es en mode, tu leur as mis 30 points à tous les matchs. Tu dis, ouais, mais en fait, ça va pas se passer comme ça après. Donc, comment on va réagir? Là, au moins, t'as un peu galéré. T'as eu des petites piqûres de rappel. T'as travaillé, tu vois. Au moins, t'as eu ça, quoi. Ouais, bah, moi je reste méfiant. Voilà. Je reste Ah, mais de toute comme d'hab. façon, Comme d'hab, je reste moi aussi, je méfiant. suis méfiant, hein. Franchement, surtout si on prend les Clippers, et toi, je pense aussi, la Ouais, série, elle va être disputée. Ça va pas être ça va être compliqué, hein, c'est sûr et certain, hein. ouais, on va voir les deux matchs qui restent entre les Oui, Nuggets et les Clippers pour voir les, si je garde ma gimmick du les, Clippers in six. les deux ou les trois d'ailleurs, hein. Ouais, les trois d'ailleurs, les trois, mais comme j'avais dit Clippers in six pour la série face aux Nuggets, peut-être que je leur dirais Clippers in six pour la série face à OKC, mais effectivement, je pense que, tu vois, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un sweep rassurant ou est-ce que c'est un sweep convaincant? Là, pour le coup, bah, t'as deux matchs, quoi. C'est encore une fois verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est que les deux matchs OKC sont très convaincants, sont très rassurants, surtout si tu les compares aux deux matchs face aux Pels de l'an dernier. Hmm. Les deux matchs à Memphis enfin les deux matchs au OKC sont très bons. Les deux matchs à Memphis, le 3 si Jay est là, il y a 2-1. Sur le 4, on est dans de l'hypothétique parce que Scottie Pippen n'aurait peut-être pas mis 30 points si Jay avait été là. Mais toujours est-il que, tu vois, limite, j'aurais été plus excité ou en tout cas j'aurais été plus rassuré si jamais OKC avait perdu le 3 et que Jazz s'était pas blessé et que tu m'aurais été gagné le 4 parce que tu serais retrouvé dans une situation de semi-pression où Hmm. bah, tu es quand même obligé de le prendre parce que si tu mènes 2-0 qu'ils reviennent à 2-2, c'est une série au meilleur des trois, tu sais jamais trop ce qui peut se passer, tu vois, de dire bah, tu es capable de prendre le 4 et tu es capable de close au 5. Là pour le coup, bah, à la fin du match 3, quand tu sais que Ja va pas jouer le match 4, tout le monde s'attendait à ce qu'OKC termine. Tout le monde s'attendait à ce que OKC Ouais. plie l'affaire, quoi. Après, tout le monde s'attendait à ce qu'OKC mette 4-1 ou 4-0 aussi, quoi. Enfin, Voilà. tu vois, si tu parles là. Mais voilà, c'est pour ça, c'est que les deux matchs au Hmm. OKC sont relativement rassurants. Les deux matchs à Memphis ne le sont pas. Et je ne vais pas me lancer dans de l'hypothétique parce que en soi, ça n'a aucune utilité. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier le fait que l'absence de Ja Morant a pesé sur l'issue du Game 3 et l'issue du Game 4. Oui, après le 4, c'est dur de savoir ce qui serait passé, quoi. Bien Mais sur le sûr, 3, je suis d'accord. Sur le 3, ça leur met un peu la jamais ils tête le sous perdent. l'eau et tout. Non, ouais, ça, je suis d'accord. Après, moi, après, après ces quatre matchs-là, bon, surtout les deux derniers, j'ai le sentiment que, même comme en saison régulière, hein, OKC trouve toujours un truc pour gagner. Il y a toujours une ressource, il y a toujours un truc. Même là, t'es à -30, t'arrives à t'en sortir pour aller chercher un truc, tu vois. T'as toujours un petit truc sur lequel appuyer, ou t'as un gars qui va step up, ou t'as Shea qui va te faire gagner, ou tu vois. Et ça, mine de rien, c'est pas anodin, en fait, que t'aies gagné autant de matchs en saison régulière et que t'arrives encore à gagner des matchs qui semblent être compromis, hein, parce que le 3, normalement, ça se gagne pas, ce match-là, voilà. Et même le 4, en jouant moyennement bien, face à une équipe qui, voilà, lâche ses dernières forces, comme on l'a dit, tu t'en sors plutôt bien. Tu vois, voilà, il y a ce sentiment-là où ça me rassure pas complètement, mais tu te dis ok, il y a de la ressource. Et après, on se souviendra aussi que ce soit Clippers ou Nuggets, on aura l'occasion d'en reparler. Mais les matchs contre les Clippers notamment en saison régulière, bon, Après, il n'y a pas que. franchement, Ouais. le dernier il y a Oui, le dernier, il y et a, tu mais les bas. est-ce qu'on peut comparer les affrontements de Non, saison régulière aux playoffs? non, non, je suis d'accord. Ouais. Mais tu vois, tu peux t'accrocher à plein de choses en soi. Chacun peut trouver un peu la vérité où il veut, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que si tu avais gagné en 5 en ayant lâché le 3 complètement, que tu avais réagi au 4 et le 5, tu refaisais une masterclass parce que tu es à domicile, voilà, peut-être qu'on aurait un sentiment plus satisfait, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, ouais, effectivement. Mais peut-être le point ou le contre-argument que j'évoquerais, c'est que il y a une équipe qui est quand même spécialiste du fait de jamais être très satisfaisant sur ses tours, mais de quand même gagner, c'est Boston, qui trouve toujours le moyen de perdre un match ou deux dès qu'il Ouais, faut Boston jouer en a n'importe lâché un, là, qui, ouais. quoi. Boston en a lâché un, peut-être soit au moment où vous écouterez, ils seront soit en train de jouer le 2, soit ils auront, enfin, soit en train de jouer le 4, soit déjà le résultat du 4. Enfin, pour le coup, Boston est quand même spécialiste. Même l'an dernier, ils en perdent un contre Miami, ils en perdent un contre Cleveland. Contre Indiana, il faut 4-0, mais ils sont quand même dans une galère sans nom sur les 4 matchs. Enfin voilà, je trouve que peut-être que c'est le chemin en fait. Peut-être qu'il faut jamais être complètement satisfaisant, il faut toujours un Ouais. peu galérer. Mais effectivement, OKC comme Boston
Boston a trouvé le moyen de gagner. Alors Boston, c'était l'absence des meilleurs joueurs l'an dernier pour une partie des séries, mais oui, peut-être que Après, là, ils t'es ont manqué moins des dans... matchs, leurs joueurs aussi, hein, encore. Ouais, il y Tu a vois, Drew tu peux. Holiday, quoi. Il y a Drew Holiday, mais Après, Tatum a manqué le 2. oui, c'est vrai qu'il a manqué le 2. Mais je veux dire, l'an dernier, il trouvait des solutions parce qu'il Hmm. manquait Jimmy Butler, il manquait Donovan Mitchell, puis Oui. il Ah oui, manquait oui, dans Klay l'autre Thompson. sens. Voilà, dans l'autre sens. Comme un peu, c'est un peu la Warriors luck, j'ai envie de dire. À chaque fois qu'il jouait une série, il manquait le meilleur joueur en face. En tout cas pour certaines années. Mais t'es peut-être moins dans ce côté, effectivement, rouleau compresseur que t'as pu avoir, notamment avec les Warriors où tout plier les séries sans aucune discussion. Là, t'as peut-être cet aspect où tu vas être moins convaincant sur certains matchs. Mais là, en fait, j'ai envie de dire que ces considérations d'être convaincant ou moins convaincant se portent uniquement sur le premier tour. C'est-à-dire qu'à partir Oui. du second tour, j'en ai plus rien à taper d'être convaincant ou non à partir du moment où tu me gagnes la série. C'est juste que là, je suis plus inquiet d'être relativement moins convaincant sur ce premier tour parce que après ça va augmenter. Alors que entre la demi et la finale de conf, pour être très honnête, le niveau des équipes va être plus ou moins le même. Donc, Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. C'est que là, en fait, tu savais que tu avais une marge et que tu avais envie ouais. de la montrer et tu avais envie de convaincre. Et voilà, je suis complètement d'accord qu'à partir du deuxième tour, tu peux gagner, tu peux être dégueulasse autant que tu veux, tant que ça gagne, ça gagnera les matchs. Et non, ça, je suis complètement d'accord. Après, on est aussi, tu parles de Boston, mais c'est le cas aussi pour les fans des Celtics, je pense. On est aussi exigeant parce que tu as des attentes qui sont très élevés avec cette équipe-là, parce qu'on veut aller loin, parce que tu te dis, tu as fait une saison presque à 70 wins, donc tu as envie de dire, bon, bah, on peut aller au titre, on doit dominer, etc. C'est aussi pour ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fanbase qui se satisferaient complètement de mettre 4-0 sur 2 premiers tours, enfin, tu vois, et qui seraient très Bien satisfaites. sûr. Mais c'est que là, tu vois beaucoup plus loin. Bien sûr, tu vois la bigger picture, mais effectivement, en fait, t'avais besoin de te montrer, enfin, t'avais besoin de montrer que t'avais de la marche sur le premier tour pour te dire on a de la marche sur le deuxième. Oui. Mais là, bon, enfin, on n'est pas très loin en soi. Si on écoute, enfin, si vous réécoutez tout ce qu'on a dit durant la saison régulière, tout ce que moi j'ai pu dire à Dunk Hebdo, théoriquement, OKC est quand même censé avoir de la marche sur les Clippers et sur les Nuggets, sur l'équipe que tu vas affronter. Même sur l'équipe qui, si jamais tu viens à passer les Clippers et les Nuggets, ce qui n'est encore loin d'être fait, sur l'équipe que tu peux potentiellement affronter en finale de conf, tu es censé avoir de la marche sur ces équipes-là. Mais effectivement, je trouve que t'as pas. Non seulement tu es censé avoir de la marge parce que tu as la saison régulière qui a été très bonne, et tu es censé avoir de la marge parce que tu as joué 4 matchs, pendant que Ouais. les 4 matchs, dont le match 1 où il n'y a personne qui dépasse les 25 minutes, et même là, je crois que Shea doit jouer 40 et 40 sur le game 2 et le 3, et même sur le match 4, il a moins de 40 minutes. Enfin, t'es pas sur des gros totaux en termes de minutes, pendant que les Clippers et les Nuggets vont sortir une série en 6 où tout le monde joue 43 minutes. Enfin, les Nuggets, ils tournent à 6, hein, voire même à 5, on va être très honnête, sur la deuxième mi-temps du match 4. Le Nicolas Jokic ne sort pas de la seconde mi-temps. Normalement, Ouais. tu dois avoir un avantage de fraîcheur. On va voir si l'an dernier face à Dallas, l'avantage de fraîcheur, on l'a pas vu, hein. Parce que Dallas, il a quand même fallu 6 matchs pour sortir des Clippers, ça a pas fait. Et là, tu as une semaine complète de repos, tu as peut-être même 9 jours si le Clippers Nuggets va en 7. En termes de minutage, je pense pas que ça va se réduire entre les deux équipes, je pense même que ça va encore augmenter, si tant est que ça puisse Mm, encore augmenter pour certains joueurs. Normalement, tu dois avoir une fraîcheur physique je sais pas, qui doit se retranscrire dans l'intensité, qui doit se retranscrire dans la physicalité, mais tu dois, ça c'est déjà s'avancer pour la preview, mais tu dois montrer que tu as une semaine de repos, quoi. ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est même pas exclu d'ailleurs que OKC ait cette marge-là au second tour. Là, on l'a pas, on se dit bon, il faudra jouer mieux que ça. Mais ça se trouve, tu vas hausser ton niveau et en fait, tu te rendras compte que tu as de la marge en fait même sur ces équipes-là. On n'en est pas là, mais voilà. Et effectivement, il y a aussi une marge pour OKC qui est le repos, mais qui est, ben, tu l'as dit, il y a même hier, il joue que 38 quoi. Enfin, Mm. il y a pas grand monde qui joue plus de 35. Non. Là, on est déjà au premier tour des autres, on est à 42, 40, 45. 43. Et voilà. Tu as aussi cette marge-là où tu peux laisser plus les joueurs sur le terrain, potentiellement. Donc, ton niveau va augmenter. Hein, si tu joues, si tu enlèves les minutes de Jay Will et de Kenrich, bon, tu vois, potentiellement, tu seras un peu meilleur. Donc, non, il y a quand même des choses positives à retirer de cette série et rassurantes dans un sens où, normalement, dans l'ordre des choses, tu dois monter de niveau, tu dois avoir un peu de marge de progression par rapport à d'autres qui sont déjà en train d'être au max. Hein. Contre Mm. Clippers et Denver, ils sont en train de lâcher le max qu'ils peuvent. Hein. Oui, oui, oui. Mais enfin, limite, on peut conclure en disant que les playoffs débutent maintenant pour OKC. Oui, oui.
Débute maintenant en regardant bien la télé, en scoutant bien tout ce qui est fait les adversaires, C'est ça, et puis en vous attendant. regardez tout, hein. Vous regardez les Clippers, les Nuggets, vous regardez les deux, hein. Et puis vous regardez un peu le Rockets Warriors aussi, hein. Vous regardez comment faut pas défendre le numéro 30. Mais Ouais. effectivement, ouais, faut tout scouter. Au moins, t'as une semaine, surtout que tu regardes Joe, il est strappé au poignet, Wiggins, il est strappé à l'épaule. Enfin, ça y est, là, ça y est, c'est le moment où tout le monde a des petits bobos, là. Tu mets une semaine de repos, là, tu mets le poignet de J-Dub, là, tu me le mets dans une poche de glace pendant une semaine, la main, elle ressort pas. J'en sais rien ce qu'il a, mais enfin voilà, tu vois, on parlait de marge, juste le simple fait que Shai Ah Gilgeous-Alexander, oui. si jamais il est capable de retrouver le niveau qu'il a sur le match 4 et que tu l'appliques sur l'intégralité d'une série, bah, t'as Ah oui, déjà un step offensif supplémentaire à franchir. Mais bon, ça, on est on va d'accord. dire. Non, non, on a une grosse semaine de préparation. Faut voir quand ça se finit. Je crois que le 6 c'est le 1er mai pour Denver et les Clippers. Donc à voir s'il y a un 7. Mais ça risque de peut-être même pas jouer avant la semaine du 8 mai. Hein. Enfin, voilà, Alors, cette semaine-là. d'après certaines personnes bien informées, la programmation télé américaine, enfin c'est le bordel, fait que ça aille en 6 ou 7, le Game 1 serait probablement le 5 mai, Tu le commences 27 pareil dans tous avril. les cas, ouais. Donc Ouais, tu potentiellement, ils auraient commences pas. moins de repos. Ce serait encore pire. Ils auraient encore moins de repos, quoi. Ouais, Donc voilà, la semaine encore après, quoi. T'as vraiment une semaine complète de repos, ouais, oui, concrètement. oui. Bon, on a été assez long sur ce match 4 et aussi sur la suite. On a hâte de voir ça. On a hâte d'avoir un adversaire. On va profiter là des matchs tranquillement. On va regarder ce qui se passe pour faire ensuite nos petites previews face à l'adversaire d'OKC. Et puis, bah, en attendant, comme on vous l'a dit, abonnez-vous partout. Voilà, on sera de retour très vite pour des nouveaux contenus, du coup. Pour l'instant, tout va bien. Vas-y, Constant. Ouais, dernier truc pour conclure, parce qu'on avait fait notre classement là en termes de hype quand on avait fait la tier list. Pierre, je te pose la question, qui t'as envie toi de jouer là? Tu veux jouer qui entre les Nuggets Clippers là? Tu veux qui? En vrai, je pense que la série sera plus intéressante, enfin, sera plus serrée contre les Clippers que contre les Nuggets. J'ai plus presque envie de les jouer, que ce soit un truc, il y a des big games. Mais par contre, il y a le duel MVP. En fait, donc c'est un peu, tu vois, il y a le duel chez Jokic, quoi. Donc je sais Sachant que pas. les leaks font que c'est quasi sûr à Oui, c'est chez. 99,999% que je vais être MVP et Euh, que la remise du trophée du MVP aura ce lieu sera au match dans 1. la série des demi-finales de conf. Non, c'est peut-être pas le match 1, peut-être match 5. Enfin, ce sera pendant les demi-finales de conf en gros. En fait, je pense, j'espère pas te tromper ou j'ai clippé, qu'on a plus, on aura encore plus de chances de passer contre Denver que contre les Clippers. Donc si je suis en mode compète, je dis bah je joue les Nuggets, comme ça on aura plus de chances de passer, mais les Clippers me chauffent bien, ce sera une super série, c'est pour ça. Moi, j'avoue que quand j'avais fait la tier list, j'avais dit que les Clippers, ça me hypait pas spécialement. Plus on avance, plus les Clippers me hype en termes d'équipe que je veux affronter. J'avoue que le retour de Kawhi me hype pas mal. Je pense malgré tout le respect que j'ai pour les Clippers, je préfère juste en termes d'équipe que j'ai envie de battre. Si jamais tu viens les battre en termes d'équipe que j'ai envie d'affronter, j'avoue que je préfère quand même toujours jouer Denver. Pour Ok. Jokic, et puis pour une série où tu retrouves Russ sur une série de playoffs. Après, tu peux avoir la vengeance de Lou Dort sur Harden aussi de la bulle. Ça peut être très Eh oui. rigolo si tu joues les Clippers, chez face à son ancienne franchise. Enfin, dans les deux cas, les narratifs vont être rigolotes. Mais j'avoue, quand même garder une préférence pour les Clippers, pour les Nuggets, pardon, quand bien même je vois toujours les Clippers passer. Hmm. On verra du coup qui arrive contre OKC pour ce deuxième tour, alors que le chat fait son intervention, Alors que c'était sûr. Karl Anthony Towns veut s'exprimer. Non, mais sur ce, ben, profitez bien de cette fin de premier tour, tranquille, reposez-vous de ces 4 matchs de premier tour, vous aussi. Et puis du coup, ben, on se retrouve très vite. Salut à tous. Salut!